Si pour toi, suivre l'actualité, c'est aussi mêlant que quand ton prof de secondaire 3 a décidé de rajouter des lettres aux mathématiques, Ou si c'est aussi difficile que de différencier les deux Lindsay Lohan dans le film L'Attrape-Parent. ben viens prendre un 15 avec nous. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Prends un 15, l'émission qui redéfinit la façon de s'informer. Parce que tout le monde a 15 minutes à consacrer à l'actualité, même si tu es en pleine mi-session, que tu as 3 emplois ou 8 enfants à ta charge. Ici, l'actualité, c'est accessible à tous et à toutes. Ici Laurence Frappier en compagnie d'Alexandre Bergeron. Et au menu ce soir... Nous recevons Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine, pour aborder le sujet d'une nouvelle législature au Tennessee interdisant des spectacles de drag queen. Des milliers de manifestants se sont réunis hier en Grèce pour exprimer leur colère envers la compagnie ferroviaire responsable de la tragédie. Et une nouvelle entente de plus de 20 milliards de dollars pour la protection des océans. Et sans plus tarder, on commence l'émission avec la signature imminente du gouvernement du Québec de l'entente sur les transferts en santé avec le gouvernement fédéral. D'abord, il faut comprendre que des transferts en santé, c'est lorsque le gouvernement fédéral donne de l'argent aux provinces et aux territoires canadiens. Cette entente comprend près de 200 milliards de dollars sur 10 ans répartis dans les différentes provinces et territoires canadiens. Il faut comprendre que depuis 2 ans, ces provinces et ces territoires combattent ensemble afin de faire augmenter le financement en santé, celui-ci qui est présentement à 22 %. Les provinces et les territoires canadiennes veulent le faire augmenter à 35 %, ce qui aurait été une hausse de 280 milliards de dollars sur 10 ans, soit 28 milliards annuellement. Selon les ministres des Finances et de la Santé, ainsi que le ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, le financement offert par le gouvernement fédéral est largement insuffisant pour répondre aux besoins en santé au Québec. Par contre, étant donné l'urgence de la situation actuelle, le gouvernement n'avait pas le choix d'accepter cette entente. Ces ministres ont d'ailleurs pris l'occasion de rappeler que la santé est une compétence provinciale et non fédérale. Sur un autre sujet, vendredi, la Maison-Blanche a critiqué l'interdiction de la représentation des drag queens au Tennessee. Il y a environ une semaine, le gouverneur républicain du Tennessee a signé un texte de loi qui limite les spectacles de drag queens dans les lieux publics. On parle avec Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine et membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonsoir, Guillaume. Bonjour. Le contenu de la... On aimerait en savoir un peu plus d'abord pour entamer notre conversation avec le contenu de la loi concrètement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien, c'est-à-dire que et ça fait toujours controverse, particulièrement au plan politique, notamment chez les républicains, chez une certaine droite religieuse, tout ce qui sortirait du cadre classique de la famille traditionnelle et du modèle qu'on pourrait avoir comme idée. Et là, cette loi-là viendrait restreindre les manifestations ou les capacités d'avoir ce genre de spectacle ou de démonstration dans les lieux publics. Il faut savoir que c'est probablement beaucoup plus à même de créer une animation de la base électorale du Parti républicain, particulièrement à droite, plutôt que de régler un réel problème ici. Mais là, Guillaume, afin de bien vulgariser ce qui est notre mission à notre information pour que tout le monde puisse comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différents paliers gouvernementaux aux États-Unis qui ont permis au gouverneur du Tennessee d'approuver cette loi alors que le gouvernement fédéral s'y opposait? Bien, un peu comme chez nous, les États-Unis sont une fédération. Certaines choses appartiennent au gouvernement fédéral, d'autres appartiennent au gouvernement des États. Nous, on donne des premiers ministres au fédéral et des premiers ministres dans les provinces. Aux États-Unis, il y a un président comme chef de l'exécutif au fédéral, et ce rôle-là, au niveau des États, s'appelle le rôle du gouverneur. Maintenant, un peu comme chez nous, il est tout à fait normal qu'il y ait des désaccords entre le niveau fédéral et les États, comme il est normal d'avoir des désaccords entre les démocrates et les républicains. Mais au-dessus de tout ça, il y a la Constitution et des droits qui sont attribuables à tous les Américains, peu importe où ils sont sur le territoire. Et malgré l'opposition du fédéral, on peut présumer que d'empêcher une manifestation parce qu'elle ne répond pas à un code particulier de la majorité politique, c'est contraire au premier amendement des États-Unis, celui sur la liberté d'expression, et on pourrait s'attendre à ce que cette loi-là soit contestée devant les tribunaux et potentiellement se rendre jusqu'en Cour suprême.
Bien, justement, là, on voit que cette loi-là diminue le droit, particulièrement aux personnes LGBTQ aux États-Unis. On est également dans un contexte que depuis mercredi, la Maison-Blanche s'inquiète d'une possible interdiction de la pilule abortive sur tout le territoire des États-Unis, en plus du retrait du droit à l'avortement dans certains États depuis quelques mois. Est-ce que, selon vous, on constate un recul dans les droits amendés par les lois américaines? Il y a deux théories fondamentales aux États-Unis. Certaines disent que ça devrait se passer devant les tribunaux. Par exemple, le droit à l'avortement, jusqu'à tout récemment, était donné à toutes les femmes aux États-Unis pour le premier trimestre sur la base d'un jugement de 1973, Roe contre Wade. Ce jugement-là est tombé récemment et la Cour suprême n'a pas dit l'avortement c'est bien ou c'est mal, c'est légal ou illégal. La Cour suprême a dit ce n'est pas un droit écrit dans la Constitution. Allez voir vos élus. Et comme il y a 50 États à travers les États-Unis, bien, il pourrait y avoir 50 types de lois ou de permissions à travers le pays. À New York, très permis. Au Missouri, très interdit. Alors, c'est dans cette logique-là, pendant longtemps, le mouvement conservateur voulait que ça revienne dans les États, parce que certains États sont beaucoup plus conservateurs et eux voteront des lois à l'image de leur majorité politique. Merci beaucoup pour ces précisions. Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine. Une version longue de l'entrevue est disponible sur le site Internet de Prends un 15. C'est l'actualité, ça peut parfois être un casse-tête. Bien, l'actualité internationale, c'est définitivement rajouter une pièce de plus. Heureusement qu'on a Léa, notre journaliste aux affaires internationales, la seule qui peut nous expliquer les raisons des manifestations en Grèce sans passer par 4 chemins. Bonsoir, Léane. Bonsoir à vous deux. Des milliers de manifestants sont réunis depuis hier en Grèce pour exprimer leur colère envers la compagnie ferroviaire responsable de la tragédie. Oui, donc on a assisté hier à des manifestations d'envergure qui se sont déroulées un peu partout là, durant la journée en Grèce. La raison derrière tout ça, c'est évidemment là, la tragédie ferroviaire du 28 février dernier qui s'était déroulée près de la ville de Larissa. On rappelle là, que la collision frontale entre les deux trains avait fait 57 morts, dont des nombreux étudiants là, qui étaient à bord des deux véhicules. Suite à ces événements-là bouleversants, la population de la Grèce a pris d'assaut les rues du pays, notamment à Athènes, où plus de 3000 personnes se sont réunies afin d'exprimer leur soutien aux victimes. Les autorités locales ont toutefois dû intervenir là, durant cette manifestation en utilisant des bombes lacrymogènes là, pour maîtriser le groupe d'activistes qui lançaient des pierres aux autorités en plus de mettre des poubelles en feu. Cette agitation qui a lieu actuellement dans les différentes villes de la Grèce a pour but d'exprimer le sentiment de colère de la population face à la compagnie ferroviaire derrière la tragédie. Il y a plusieurs milliers d'habitants là, qui se sont alliés afin d'accuser l'entreprise ferroviaire Hellenic Train, qu'ils considèrent comme étant le responsable là, de cette tragédie. Les manifestants exigent donc de comprendre les circonstances mystérieuses qui entourent cet accident où deux trains qui se dirigeaient normalement dans des directions opposées se sont retrouvés sur la même voie au même moment. La population espère donc qu'il y ait des actions concrètes qui soient prises, oui, par l'entreprise, mais également par le gouvernement grec, là, qui avoue être conscient de la défaillance des installations au niveau des installations ferroviaires du pays. La compagnie ferroviaire n'a donc eu d'autre choix que de cesser ses activités durant la journée de jeudi et de vendredi, suite à l'appel de grève des syndicats des cheminots, qui a été ensuite prolongé pour une durée de 48 heures. Mais là, Léane, tu as expliqué que les autorités locales ont dû intervenir auprès des manifestants. Est-ce qu'il y a des interventions prévues auprès de la compagnie qui a malheureusement causé cette tragédie? Oui, effectivement. Donc, le chef de gare de Larissa, qui a d'ailleurs reconnu ses torts dans cette affaire, a été arrêté mardi dernier. Ayant seulement été en fonction durant 40 jours là, avant l'incident, l'homme de 59 ans fait maintenant face à des chefs d'accusation pour homicide par négligence ayant causé la mort. Il pourrait donc être condamné à la prison à vie là, s'il est reconnu coupable. L'organisation perçoit donc cette situation comme le résultat du manque de personnel au sein de l'entreprise qui leur a, selon eux, empêché de fournir la formation adéquate à leurs employés, mais également de mettre en place un système de sécurité qui est moderne et efficace. Le président du syndicat des conducteurs de train a affirmé que, selon lui, le système manuel utilisé par la compagnie Hellenic Train est désuet depuis le début des années 2000 déjà. On va donc suivre ces manifestations au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Léane. Merci beaucoup à vous deux.
Léane sera en direct à 6h15, comme à son habitude, sur les pages Facebook et Instagram de Prends un 15 pour répondre à toutes vos questions. On le sait, l'actualité, ça peut parfois être dur sur le moral. C'est pourquoi que l'on passe maintenant à notre segment Vitamine D. Le segment où on vous présente une bonne nouvelle pour mettre un peu de soleil dans votre journée. Hier, au Panama, était la conclusion de la conférence mondiale Notre Océan, alors qu'une entente de 20 milliards de dollars dédiée à la protection des océans a été conclue. Il faut comprendre que c'est un engagement volontaire, rien d'officiel, rien de papier de signé. Les Américains, seulement à eux, ont promis 6 milliards de dollars en majorité pour lutter contre les changements climatiques. Ce financement servira aussi, entre autres, à encourager la pêche durable, à lutter contre la pollution et à favoriser la mise en place d'initiatives d'économie bleue, donc qui est un équivalent de l'économie verte, mais pour les océans. De son côté, l'Union européenne a promis plus d'1 milliard de dollars américains pour la recherche de la biodiversité marine et, bien sûr, pour la surveillance et de nombreux programmes sur les changements climatiques. Plus de 600 délégués gouvernementaux, d'entreprises et d'organismes à but non lucratif étaient présents lors de cette conférence. Parler d'océan comme ça donne envie de voyager. Puis ça tombe bien parce qu'on parle avec notre chroniqueuse culturelle, Alison, qui va nous parler de voyage outre-mer. Bonsoir, Alison. Bonsoir à vous deux. Nous sommes présentement à la 3e journée précédant la semaine avec la Journée internationale des droits des femmes se déroulant le 8 mars où je présente à chaque jour une chronique pour mettre en lumière les femmes pour justement venir souligner cette journée. Donc, pour la chronique d'aujourd'hui, il sera question des activités culturelles à faire dans les 3 villes les plus idéales à voyager lorsque nous sommes des femmes qui voyagent seules. Ali, je suis peut-être pas une femme, mais ça me donne quand même le goût de faire ma valise et de prendre l'avion. Mais écoute, prends ton passeport, Alex, et rejoins-nous parce que, bien évidemment, que les villes que je présente ne sont pas seulement pour les femmes, mais bien pour tout le monde qui souhaite voyager sécuritairement. Toutefois, pour mettre de l'avant cette journée conçue pour vous, chères femmes, voici 3 villes à visiter qui sauront vous mettre en confiance. Donc, à savoir que le classement a été effectué par la plateforme de voyage Tournal à l'aide de 6 critères, et les voici. On a d'abord l'égalité des sexes, suivi de la présence féminine dans la vie politique, le sentiment de sécurité pour les femmes qui se promènent seules dans la rue, le prix de l'hébergement dans un dortoir pour femmes, le coût moyen d'un forfait téléphonique et finalement la vitesse de l'Internet mobile. Ce qui est un assez bon critère pour nous permettre de voir des publications, des stories Instagram encore plus rapidement et de nous donner le goût de prendre l'avion. Très bien dit, Alex. On veut surtout pas manquer ça. Donc, à la première position du classement se retrouve Copenhague, soit la capitale du Danemark. Cette ville faisant partie de ce pays scandinave en offre vraiment plein la vue. Je vous propose donc d'aller visiter les jardins de Tivoli, puisqu'en plus d'être un parc d'attractions parmi les plus vieux du monde, cet endroit historique regroupe des restaurants, des concerts et plusieurs événements culturels qui sauront vraiment vous faire plaisir. Copenhague, c'est également une ville marquante dans la Journée internationale des droits des femmes. En 1910, une organisation politique internationale constituée de la majorité des partis socialistes, appelée l'Internationale socialiste, s'y est réunie et a instauré pour la première fois la Journée des droits des femmes. En effet, Copenhague a vraiment marqué l'histoire de cette fameuse journée et continue de se démarquer étant donné que le Danemark se trouve à être l'un des pays les plus égalitaires du monde pour les femmes, selon l'indice de paix et de sécurité des femmes en 2021 et 2022. Ceci me mène à la 2e ville la plus idéale à visiter, faisant aussi partie du classement, soit Stockholm en Suède. Dans cette capitale, je vous propose d'aller visiter la vieille ville de Stockholm, alors que vous risquez sûrement de vous sentir dans un épisode du Trône du Fer. Vous verrez à quoi ressemblait la ville lors du Moyen Âge. Étant ma série préférée, ça me donne vraiment le goût de prendre l'avion, là. À la 3e position du classement, on retrouve Oslo en Norvège. Ce pays étant aussi un des meilleurs pays du monde pour les femmes. Durant votre excursion à cet endroit nordique, je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil au musée folklorique norvégien où l'on retrouve 155 maisons traditionnelles des différentes régions de la Norvège. Donc, de nombreuses activités sont présentes sur place, comme de la musique et de la danse folklorique, une préparation de galettes traditionnelles et finalement de l'artisanat. On termine en beauté avec notre segment En rafale où on vous présente quelques actualités à connaître pour être à jour dans l'actualité quotidienne. Hier, à Montréal-Nord, un homme a été retrouvé gravement blessé après avoir possiblement été attaqué à l'heure d'une agression armée. Le service de police de la Ville de Montréal a ouvert une enquête et a dit que l'état de la santé de cet homme était de mieux en mieux. Un délinquant sexuel récidiviste est arrêté dans la région de Sherbrooke. L'arrestation a été possible grâce à un faux rendez-vous organisé par les policiers.
Et c'est déjà ce qui conclut notre émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Si vous en voulez davantage, je vous suggère un petit coup d'œil à nos plateformes web. D'ailleurs, Alison va publier un TikTok ce soir sur 10 films à écouter cette semaine. Manquez pas ça, puis nous, on se reprend un 15 demain.